C'est un risque parler à une personne qui n'écoute pas. La première chose, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'on a des bonnes raisons de s'attaquer à une conversation et d'investir du temps avec une personne. Parce que ça coûte quelque chose, une conversation. Ça prend de l'énergie. Tu peux créer des relations plus négatives que ce que c'était avant. Tu peux empirer des sujets de conversation. Tu peux empirer des enjeux. Tu peux perdre. Donc, quand tu as une conversation avec une personne, surtout une conversation qui va être difficile, ça prend une stratégie. Et un des pièges qu'on a, c'est qu'on se dit que si on est suffisamment intéressant, la personne va se mettre à écouter et c'est absolument faux. Une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui ne comprend pas comment faire l'interaction ou qui n'est pas intéressée à faire l'interaction. Dans les deux cas, c'est un problème parce que vous allez payer en double et vous allez investir de l'énergie en double et en plus, vous allez contaminer votre sujet de conversation. La première chose, ça prend, une bonne raison, c'est-à-dire quelque chose à gagner, un objectif qui est très important pour vous, qui est en interaction avec l'autre. Deux, la relation avec l'autre personne est très importante. Donc, soit que l'objectif commun est très important, soit que la relation avec l'autre personne est très importante. Ou les deux. La deuxième chose, il faut évaluer d'avance le niveau de résistance de la personne en face. Ça s'évalue. On a une espèce d'idée à savoir si la personne va être facilement d'accord avec nous, la personne va être facilement capable de s'intéresser. On a une certaine idée, mais il y a une façon de l'évaluer, là, parce que plus le sujet est difficile, plus ça prend une relation qui est forte dans l'instant présent avec la personne. Donc, dans l'instant présent, il faut toujours s'assurer du ratio de relation qui est plus puissante que la force du sujet ou le poids du sujet. Donc ça, c'est une erreur typique. C'est-à-dire, on aborde le sujet de conversation qui est trop lourd versus la relation avec la personne. Donc, la première chose qu'il faut évaluer, c'est comment est la relation avec la personne. Puis souvent, en début de conversation, il faut s'assurer que la relation, dans l'instant présent, augmente vers le haut jusqu'à ce qu'on ait les bons timings pour aller vers le sujet qui est difficile. Donc ça, c'est une chose, il y a une progression. On ne peut pas juste aller déballer n'importe quel sujet puis se croiser les doigts puis la personne, sûrement qu'elle va écouter. L'écoute doit aussi être travaillée. C'est pas seulement une personne qui a des habiletés d'écoute ou pas. Il faut amener ou désigner la conversation pour faire en sorte que, la relation soit au rendez-vous, deux, que la personne soit capable d'être réceptive lorsque le sujet important va arriver. Donc, tout ça se planifie. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que si le sujet est difficile, on sait que ça va être difficile, une conversation avec une personne, moi, je suggère de ne pas toucher tout de suite au sujet de conversation, disons, problématique. Moi, je suggère de discuter de la façon dont on veut communiquer. Donc, que ce soit ça le premier sujet de conversation. Donc, tu crées une espèce de méta-sujet de conversation qui va pouvoir nous préparer, nous équiper mutuellement à faire face à un sujet qui est plus difficile, une conversation qui va être plus difficile. Mais je pense qu'il faut remettre les règles en premier sur la table. Si les règles ne sont pas claires, le cerveau humain, il part dans toutes les directions, il pense à d'autres choses, il se sent attaqué, il y a un contre-argument, il va dire oui, mais le cerveau, ça va un petit peu partout. Donc, il faut vraiment aligner notre cerveau ensemble pour que ça tienne la route toute la conversation. Puis c'est pas évident. Donc ça, je dirais, c'est une priorité. Le small talk est important. Small talk permet d'exercer nos mécanismes de communication sans contaminer des sujets qui sont problématiques ou difficiles. Donc, c'est une espèce de réchauffement où on confirme qu'on a les mêmes règles du jeu avant d'aller dans le vrai match. Donc, aucun athlète fait un sport ou rentre en compétition sans qu'il soit bien réchauffé. C'est exactement la même chose avec une conversation. Ça prend un réchauffement, absolument. Ça prend du small talk. Mais les gens pensent que le small talk, c'est à propos de sujets. Non, ce qui est important, ce sont comment on pratique l'interaction. Donc, ce n'est pas superficiel. Le problème, c'est quand on se perd dans un sujet superficiel de conversation et qu'on étire le small talk, quitte à occulter les sujets importants, soit parce qu'on les évite, soit parce qu'on ne les connaît pas. Là, il y a un problème. Mais si on sait faire la différence entre les deux, il n'y a pas de problème. En communication ou en relation interpersonnelle, il faut toujours respecter la hiérarchie. Toujours. La hiérarchie est toujours plus forte que nous. Donc, il ne faut jamais essayer, parce que ça ne nous plaît pas, parce qu'on n'est pas confortable, de renverser des processus hiérarchiques dans la conversation.
Je donne un exemple. Si tu t'adresses à une personne plus élevée hiérarchiquement, ça veut dire soit des personnes plus vieilles, par exemple, soit des personnes qui ont une autorité familiale, soit que c'est une personne qui a une autorité dans une entreprise, dans un système hiérarchique en soi. Il y a toutes sortes de hiérarchies dans la vie. Tu veux parler à ton patron. On sait c'est quoi la hiérarchie. On sait que ton patron est au-dessus hiérarchiquement. Si tu veux parler à ton patron et tu essaies, consciemment ou pas, de prendre contrôle sur lui et de déjouer la hiérarchie, c'est sûr à 100% que le patron va utiliser le marteau hiérarchique pour te remettre à ta place. La hiérarchie est toujours plus forte que l'interaction dans l'instant présent ou les autres processus émotionnels ou relationnels. Il va toujours être un marteau que la hiérarchie peut utiliser pour te remettre à ta place pour conserver la hiérarchie. Donc, la hiérarchie s'auto-protège naturellement. Tous les systèmes sont comme ça. C'est pas une question que c'est malveillant, c'est pas une question que c'est une forme d'oppression. C'est littéralement fait comme ça, même au niveau cellulaire, même au niveau des animaux les plus simples. Il y a une structure hiérarchique et il y a le maintien de cette hiérarchie-là. Donc, il faut la respecter. Ça, c'est très important stratégiquement en communication. Une des choses qu'il faut faire, c'est qu'en premier, il faut renforcer la hiérarchie. En premier, dans l'interaction, il faut réétablir les bases où on est hiérarchiquement. Il faut le sentir tous les deux. Si la hiérarchie est sécurisée, le marteau de la hiérarchie ne sera pas la première méthode qui va être utilisée en termes si inconfort il y a. C'est ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas d'autorité hiérarchique qui va se mêler dans la conversation, du moins le moins possible. Donc, en premier, il faut sécuriser la hiérarchie. Si la hiérarchie, c'est-à-dire la personne en autorité hiérarchique, sent que la hiérarchie est respectée, ça ouvre les possibilités de discussion. Mais il faut conserver cette attention-là du début à la fin de la conversation. Si à un moment donné, par inconscience, par inadvertance, par maladresse, on essaie de renverser le jeu de pouvoir, contourner la hiérarchie, il va y avoir une dureté et il va y avoir la réaffirmation du pouvoir hiérarchique. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça a tendance à refermer la relation, ça a tendance à fermer la conversation, la vulnérabilité revient très basse, donc ça a tendance à éteindre la conversation. Donc, c'est difficile d'aller communiquer vers le haut. Donc, évidemment, c'est pas que c'est impossible, il faut, mais il y a des lignes à respecter dans ça. Premièrement, si on est supérieur hiérarchiquement, il faut prendre pour acquis que c'est parce qu'on mérite cette place-là, mais aussi ça vient avec une responsabilité. Ça veut dire, ça vient une responsabilité de prendre soin des gens qui sont en dessous hiérarchiquement. Donc, ça vient avec ça. Donc, tu ne peux pas te sentir en compétition avec une personne inférieure hiérarchiquement. Si tu te sens en compétition, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas un leader. Tu ne devrais pas être au-dessus hiérarchiquement. Si tu n'as pas la sécurité pour prendre soin et encadrer et faire ressortir le meilleur d'une personne en dessous de toi hiérarchiquement, tu n'es pas à ta place. Parce que les gens en dessous de toi hiérarchiquement vont le sentir. Et en plus, tu vas être agressif. Parce que tu vas compenser ton insécurité toujours avec le marteau de la hiérarchie, avec de la dureté, avec la force. Tu vas utiliser la force hiérarchique pour affirmer ta hiérarchie sans arrêt et te protéger sans arrêt dans les interactions. Donc, tu arrêtes de faire en sorte que les interactions soient constructives et que les gens parlent librement parce que tu es en train toujours de te protéger. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas écraser les gens sous toi, puis ils vont être très malheureux. Ils ne pourront pas te parler. Ils ne vont pas te parler à toi, ils vont aller parler à d'autres personnes égales hiérarchiquement ou en dessous, ce qui fait en sorte que tu vas avoir des systèmes de collusion et de rébellion, des sous-systèmes qui vont faire en sorte que tu vas être en constante opposition avec ton équipe, par exemple, ou les gens dont tu as la charge. Donc, c'est dangereux, ça. Donc, souvent, dans un système hiérarchique, mettons, on va dire, ah, telle équipe est dysfonctionnelle, telle équipe ne fonctionne pas, il y a beaucoup de conflits d'équipe. C'est souvent une question de mauvais leadership. C'est souvent une question que là où la leader est insécure, là où la leader fait en sorte que les discussions ne peuvent pas avoir lieu avec elle. Et si tu ne peux pas t'opposer directement à ton système hiérarchique, parce que tu ne peux pas gagner cette bataille-là un à un, il faut que tu crées des associations. Okay? C'est ce qu'on appelle les fameuses rébellions, les fameuses mutineries. Donc, c'est le processus que tu ne veux pas. Donc, pour revenir à ta question, une personne qui est en haut hiérarchiquement
doit avoir en tête qu'il doit soutenir et aider une personne à avancer comme équipe dans un objectif commun et soutenir le développement individuel des gens qui sont dans cette équipe-là. C'est ce qui doit guider la pensée ou les interactions d'une personne qui est au-dessus hiérarchiquement. Si tu es capable de le faire, tu peux être dur comme leader, mais tu dois être juste par rapport à ces mécanismes-là et les gens vont le sentir. Donc, c'est la meilleure recommandation. Si tu veux augmenter ta hiérarchie sociale, tu dois démontrer que tu es capable de faire quelque chose que peu de gens peuvent faire. En gros, c'est ça. Donc, c'est d'avoir une compétence qui est relativement rare et que cette compétence-là sert beaucoup de gens. Plus tu hisses dans cette tendance-là, plus tu vas t'élever en hiérarchie. Plus tu t'élèves en hiérarchie, bien, plus tu as accès à des meilleures ressources, un meilleur positionnement. Donc, c'est la compétence qui est la clé de notre société pour l'instant. En ce moment, avec l'intelligence artificielle et tout ça, on ne sait pas exactement comment ça va tourner dans la hiérarchie humaine ou le sens des humains ou vers où on peut s'en aller. Mais jusqu'à présent, dans l'histoire, c'est le mécanisme, je dirais, dans l'histoire, pas toujours, là, dans la société moderne, c'est pas la force qui te permet de gravir les échelons hiérarchiques. C'est ni la force ni l'oppression, c'est la compétence. Principalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres forces qui corrompent l'accès aux ressources hiérarchiques, il y a toujours de la corruption, mais c'est essentiellement de la compétence. Je pense que c'est ça l'idée du jeu. L'idée, c'est améliorer sa condition sociale par tous les moyens possibles. Les meilleurs, évidemment, et ceux qui vont créer le plus de pérennité pour toi, pour tes descendants, ta famille, les gens proches, pour que ta lignée puisse suivre la direction d'évolution. C'est ce qu'on essaie de faire, améliorer son sort. Mais son sort, c'est assez compétitif dans la hiérarchie sociale. Puis c'est ce qu'on voit. On voit que ça s'améliore. On voit que même si tu es en bas de la pyramide, les conditions de vie augmentent. Les conditions de vie augmentent aussi en haut de la pyramide. Puis oui, il y a un écart qui grandit, mais tout le monde est gagnant pour l'instant. Donc, ce que tu ne veux pas rester en bas de la pyramide, absolument, aucunement. Tu ne veux ni rester dans la pauvreté, ni dans le manque d'éducation, ni dans la souffrance, ni dans la misère. C'est exactement le but du jeu. C'est que tu veux améliorer ton sort. Mais le défi, c'est qu'il y a toujours une espèce d'absolu. C'est même si tu améliores ton sort, il va toujours rester une hiérarchie humaine. Donc, tu vas toujours rester dans une espèce de pyramide qui est compétitive, même si, essentiellement, le sort absolu des gens s'améliore, ce qui est un fait. Il reste qu'il y a toujours des gens en haut et des gens en bas. Mais ce qui donne un sens à la vie, c'est essayer d'améliorer son sort, essayer de rendre les choses meilleures, améliorer ses conditions de vie pour nous, pour nos familles, pour les gens qu'on aime, pour nos enfants. Non, je pense qu'il faut viser haut, il faut poursuivre ce développement-là. Puis aussi, c'est parce que tout le monde fait ça. C'est que tu sois dans le milieu, que tu sois plus bas, que tu sois encore plus bas. Essentiellement, ce qu'on veut, c'est par des moyens qui sont constructifs, essayer de viser quelque chose qui te permet de te développer puis qui te permet d'avoir des meilleures conditions de vie.